l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat. Il est des destins qui forcent le respect. Des destins d'hommes et de femmes qui rencontrent l'histoire et en changent la couleur. Celui de Jean Moulin est de cela. Il s'écrit à Lyon, en quelques mois, de l'ombre à l'éternité. C'est un résistant français pendant la guerre mondiale, normalement, si je ne me trompe pas. C'était un résistant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui a donné sa vie pour la France et qui est mort, on peut le dire, en martyr pour la France. Alors je sais que c'est un résistant. Donc là, il n'y a pas longtemps, je sais que Macron, il est passé pour justement un peu rendre hommage. Il me semble, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, qui a été enfermé donc il y a une prison à côté. C'est un grand résistant qui a beaucoup aidé dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on est très fiers que notre université porte ce nom-là. Ici, à Lyon, il a donné son nom à un lycée et à une université. C'est pour ça qu'il est essentiel d'y exercer un devoir de mémoire. Ici, à Lyon, Jean Moulin a accompli l'essentiel de la mission que lui a confiée le général de Gaulle. En juin 1940, Jean Moulin est préfet d'Eure-et-Loir lorsque les Allemands pénètrent dans Chartres. Dès le premier jour, il refuse de signer un document qui impute aux soldats noirs sénégalais de l'armée française des crimes commis sur la population civile. Frappé, jeté dans une cave, il choisit de se taillader le cou pour ne pas avoir à signer ce document. La veine n'est pas touchée, il est sauvé, mais il en gardera une profonde cicatrice masquée par sa célèbre écharpe. Jean Moulin va rester préfet d'Eure-et-Loir jusqu'en novembre 1940, date à laquelle les autorités de Vichy le révoquent. Jean Moulin a entendu l'appel du général de Gaulle en juin et compte bien y répondre. Relevé de ses fonctions par le gouvernement du maréchal Pétain qui a serré la main d'Hitler quelques semaines auparavant, il part en zone sud sous une fausse identité et entre en contact avec les premiers mouvements de résistance. Il observe, prend des notes, puis fuit la France, direction Londres. Il est reçu par de Gaulle et rend compte. Le rapport que Jean Moulin remet au service secret de la France libre et donc au général de Gaulle, c'est un rapport essentiel parce que c'est le premier texte qui dresse un panorama complet, assez complet, avec des erreurs et des lacunes bien entendu, mais de la résistance en train de sourdre en zone sud. Et le général de Gaulle, au vu de ce rapport, demande à Jean Moulin de partir en mission pour coordonner ces groupes émergents de la zone sud, pour faire en sorte que ces groupes acceptent de se placer sous l'autorité politique du général de Gaulle, qui gagne immédiatement Lyon. Pourquoi est-ce qu'il gagne immédiatement Lyon? Parce que Lyon est le cœur de la résistance de zone sud. C'est vraiment le creuset, le berceau. Le général de Gaulle dira en septembre 1944 la capitale de la résistance. C'était au mois de juillet 1942. J'étais parachuté en France à ce moment-là et je devais le rencontrer. Il s'appelait Rex, c'était son nom de travail. Et c'est un de mes camarades qui m'a conduit à lui. Nous étions à Lyon. Et je me souviendrai toujours, c'était après déjeuner. Il faisait très très chaud. Nous sommes montés dans ces petites ruelles de Lyon, secrètes et sombres. Et nous sommes arrivés dans un appartement également très sombre, dont les volets étaient fermés à cause de la chaleur. Et il était là. Quelques mois après son arrivée à Lyon, la mission de Jean Moulin va se compliquer. Les Allemands franchissent la ligne de démarcation à l'hiver 42 et envahissent la zone libre. La répression allemande s'y intensifie, Lyon est particulièrement visée. La résistance, en retour, se renforce. Jean Moulin, son ordre de mission en poche, entre en contact avec les chefs des mouvements présents en zone sud. C'est ainsi qu'il rencontre pour la première fois Raymond Aubrac. On a un rendez-vous derrière les colonnades du théâtre municipal. Ce rendez-vous est préparé avec un mot de passe et je suis à l'heure, comme presque toujours, et j'attends. Et je vois arriver un homme un peu petit, avec un chapeau mou, un par-dessus, il fait froid, c'est janvier, un cache-nez, un foulard,
qui arrive près de moi, qui me donne le mot de passe, je lui redonne le mot de passe, et il me dit « Suivez-moi ». Et je le suis, à 5 ou 10 mètres, il traverse la place des terreaux, il s'engage dans une des petites rues qui sont là, il entre dans une maison, il me fait entrer, il ferme la porte, et voilà, je rencontre là Rex. Il sort de sa poche une boîte d'allumettes, il enlève les allumettes, il enlève le double fond, il me tend une loupe et il me fait lire son ordre de mission. Et son ordre de mission comporte Monsieur M a pour mission, premièrement, d'organiser la coordination et l'unité des mouvements de résistance de la zone sud, et deuxièmement, d'organiser le regroupement des organisations paramilitaires. À Lyon, Jean Moulin va résider dans 2 appartements. Le premier, au 72 rue de la Charité. Le deuxième, derrière moi, place Raspail, aujourd'hui. Place Antonin Jutard, c'est un meublé. C'est ici que Rex imagine le mécanisme pour coordonner l'action des 3 principaux mouvements de résistance en zone sud. Combat, francs-tireurs et libération. Et le 17 novembre 1942, à Collonges-Mont-d'Or, naissent les mouvements unifiés de la résistance, les Murs. Février 1943, la mission Rex est terminée, Jean Moulin repart à Londres. Il va revenir à Lyon le 17 mars 1943 avec cette fois pour mission d'unifier les mouvements de résistance de zone sud mais aussi de zone nord. C'était d'abord une organisation de liaison avec Londres, liaison radio quotidienne bien entendu pour les messages urgents, courrier mensuel qui nécessitait bien entendu, ainsi que les messages, tout un très lourd service de code, une trésorerie qui répartissait les fonds entre les différents mouvements de résistance, un service d'appartements qui recrutait tout ce que l'on pouvait trouver comme appartement de manière à loger soit les gens qui arrivaient de Londres, soit les gens qui étaient sur place et qui avaient besoin de changer très rapidement de lieu, et service des courriers, ce qui étaient des hommes et des femmes extrêmement dévoués qui, soit à l'intérieur de la zone libre, soit entre les 2 zones, transportaient les courriers, l'argent, les armes dont nous avions besoin. Jean Moulin a pris du grade. Il est désormais le chef de la résistance française. Ce qu'il a réussi à l'échelle locale, il doit maintenant l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Unifier les groupes, les partis, les syndicats de toutes tendances. Leur donner un cadre, un but. Le Conseil national de la résistance en est l'aboutissement. La mission qui lui est confiée, c'est une mission d'orfèvre. Il s'agit vraiment de travailler de la porcelaine. C'est extrêmement délicat puisqu'on lui demande dans un temps très court de rassembler des mouvements, des partis et des syndicats qui peuvent avoir des objectifs très différents, qui n'appartiennent pas à la même famille politique ou idéologique. Il faut toute la diplomatie et en même temps la fermeté de Jean Moulin pour parvenir petit à petit à unifier ces différentes composantes. Et finalement, le résultat est quand même très remarquable, parce que réunir autour d'une même table, le 27 mai 1943, des gens aussi différents, c'est un véritable tour de force. L'organisation avance, mais sur le terrain, la résistance, sous pression constante des Allemands, subit de lourdes pertes. Début juin, le chef de l'armée secrète, bras armé du mouvement, le général de Lestrin, est arrêté à Paris. Jean Moulin écrit cette lettre au général de Gaulle, le suppliant de l'aider. Ce sera la dernière. Quelques jours plus tard, il convoque la réunion de Caluire pour trouver un remplaçant à de Lestrin. Aubrac assure l'intérim. Le 21 juin 1943, j'avais rendez-vous avec Jean Moulin au début de l'après-midi dans un petit square qui est devant la gare Perrache. Et je ne savais pas où était le lieu de rendez-vous et lui ne le savait pas non plus. Nous savions tout de même que nous avions rendez-vous avec un de nos camarades au sommet, à la station terminale du funiculaire de la Croix-Rousse. Alors nous avons traversé Lyon, nous avons pris le funiculaire, nous avons monté, nous sommes descendus à cette gare terminale. Et là, un camarade, je m'excuse mais son nom m'échappe maintenant, un camarade nous a pris en charge et nous a fait monter dans un tramway qui nous a amenés dans Caluire. Nous sommes descendus, nous avons parcouru une petite rue de quelques dizaines de mètres et nous sommes arrivés sur une place à la maison du docteur Dugoujon. C'est là que le destin de Jean Moulin va basculer.
À la base, donc, la réunion devait se passer dans un cabinet médical à Saint-Rambert, de l'autre côté de la Saône, qui n'était plus disponible au dernier moment. Et c'est pour ça qu'autour du 20 juin, André Lassagne a recontacté donc, son ami le docteur Dugoujon pour lui demander s'il pouvait prêter sa maison. Et l'avantage de la maison, c'était aussi que c'était un cabinet médical, donc il y avait beaucoup de passages, ce qui était un bon alibi pour une réunion de la Résistance. 7 chefs de la Résistance doivent prendre part à cette réunion dans la maison du docteur Dugoujon. Outre Jean Moulin, on retrouve Henri Aubry du mouvement Combat, André Lassagne et Raymond Aubrac de Libération Sud, les colonels Albert Lacaze et Émile Schwarzfeld de France d'abord, ainsi que Bruno Lara du service des liaisons aériennes et maritimes. Les participants arrivent par petits groupes dans la maison du docteur Dugoujon. Si les conditions de sécurité habituelles semblent avoir été respectées dans cette réunion, on note par contre 2 anomalies. La première, c'est la présence d'un résistant non convoqué, René Hardy du mouvement Combat, probablement venu à la demande de son supérieur pour peser sur le contenu de la réunion. La deuxième, c'est le retard de Jean Moulin, Raymond Aubrac et du colonel Schwarzfeld. Ils arrivent entre 15 et 30 minutes en retard selon les sources. Du coup, ils ne sont pas introduits à l'étage où se tient la réunion, mais au rez-de-chaussée, dans la salle d'attente du cabinet du docteur Dugoujon. Alors nous avons sonné, la bonne du médecin nous a ouvert et nous sommes entrés, Jean Moulin et moi, dans la salle d'attente des malades. En vérité, la bonne ne savait pas très bien si nous étions des malades ou si nous étions des participants de la réunion. Quelques-uns de nos collègues étaient déjà arrivés et étaient montés, eux, au premier étage, je crois, dans l'appartement privé du médecin. On sait que les détails donc, de l'arrivée des participants avaient été décidés donc, entre Lassagne et le docteur Dugoujon. Et Lassagne devait ensuite prévenir donc, les participants du lieu de réunion. Sauf qu'on sait qu'il ne l'a pas fait parfois directement. Il est passé par des intermédiaires qui ont pu peut-être oublier ce détail. Et on sait que les 3 résistants qui arrivent en retard, dont Jean Moulin, donc arrivent en même temps, mais ne se présentent pas de la part d'André Lassagne. Donc la secrétaire qui les reçoit pense que ce sont des patients. C'est pour ça qu'elle les installe dans la salle d'attente. J'insiste sur le fait qu'ils étaient venus en prenant un certain nombre de précautions. Jean Moulin avait sur lui une radio, il avait des raisons de venir consulter le médecin. Donc les choses avaient été faites de façon aussi méticuleuse que possible. Et si Barbie n'avait pas été informé du fait qu'il y avait là une réunion importante qui réunissait les chefs de la Résistance, il aurait peut-être laissé filer les patients, y compris ceux qui avaient des raisons d'être présents. Mais avec le renseignement qu'il avait, toute personne présente ce jour-là était potentiellement à surveiller. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tout le monde, il embarque tout le monde et ensuite il décidera qui il garde et qui il relâche. L'action est brutale, qu'elle sidère les gens qui sont là parce qu'ils se rendent tout de suite compte, c'est les résistants, que là ce qui se passe est extraordinairement dangereux et néfaste, parce que là il met la main sur à peu près les principaux responsables de l'armée secrète et sur Jean Moulin qui est au sommet en quelque sorte de la pyramide résistante. Donc tout le monde comprend que c'est un véritable désastre qui se produit. J'étais assommé, j'étais perdu, c'était quelque chose que je craignais, mais que je pensais que moi, je serais arrêté sans aucun doute. Mais Rex, c'était le patron. C'était pas possible. C'était pas possible parce que c'était pas possible. Les résistants arrêtés à Caluire sont d'abord transférés à l'école de santé militaire avenue Berthelot, puis à la prison du Fort Montluc. Klaus Barbie ne sait pas encore lequel est Jean Moulin. Au bout de 2 jours d'interrogatoires brutaux, le chef de la Gestapo va identifier Max, désigné sous les coups par un des participants de la réunion de Caluire.
Barbie va alors tout tenter pour faire parler Max. Soumis à la torture, Jean Moulin ne dira pourtant rien. Et c'est un homme brisé que le chef de la Gestapo, à la demande de sa hiérarchie, va transférer sur Paris le 28 juin. Jean Moulin décédera dans le train qui l'emmène vers l'Allemagne aux environs de Metz le 8 juillet 1943. S'acharner sur cet homme de façon aussi brutale, aussi bestiale, c'est vraiment, du point de vue, je dirais, de l'efficacité policière, un non-sens. Et il va, je dirais, littéralement le massacrer, au point que Moulin sera dans l'incapacité, au bout d'un moment, de dire quoi que ce soit. La prise de Jean Moulin, c'est une prise capitale. Klaus Barbie, comme je l'ai dit, en fait un piètre usage. Parce qu'enfin, en le torturant de façon aussi abominable, au fond, dans la mesure où Moulin ne parle pas pendant des heures, il se prive d'une source d'information, de renseignement potentiel considérable. Comment Barbie a su? Qui a parlé de cette réunion? René Hardy, membre du mouvement Combat, n'était pas convié. Début juin, 2 jours avant l'arrestation de Delestrin, il avait été arrêté lui-même, interrogé par Barbie en personne, puis relâché. Il en a gardé le secret. Lors du coup de filet du 21, il est le seul à avoir les mains entravées mais pas menottées, et le seul qui parvient à s'enfuir. Tous les indices convergent vers une responsabilité de René Hardy. Mais on a des indices, mais on n'a pas de preuve absolue de sa culpabilité. Aucune. J'ai été jugé 2 fois. Une fois par un tribunal populaire qui s'appelle la Cour de justice. C'était pas de la rigolade. Et ensuite le tribunal militaire. J'étais acquitté 2 fois. Ça suffit pas, non? J'ai toujours eu l'opinion depuis le début, et elle s'est renforcée au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, que l'arrestation de Jean Moulin résulte de la trahison de René Hardy. Je n'ai jamais caché mon opinion, et je l'ai toujours exposée publiquement. Comme toutes les énigmes en histoire, celle-là continuera à faire fantasmer un certain nombre de gens. Je crois que c'est pas le plus important, très franchement. Ce qui est intéressant, c'est cette focalisation sur le 21 juin 1943. Savoir qui a pu trahir, c'est important, mais savoir quel est vraiment l'impact du 21 juin 1943 de l'arrestation de Caluire, c'est autrement important. Parce qu'enfin, le 21 juin 1943, on arrête un homme, Moulin, qui est au centre de tout l'édifice qu'on a réussi à construire depuis 1940. Ça, c'est un coup très important porté à la résistance dans son ensemble. Parce qu'il va falloir pas moins de 3 mois pour que la résistance se relève de ce coup-là. Elle se relèvera pourtant. L'œuvre accomplie par Jean Moulin va lui survivre, en grande partie grâce à sa mort. C'est parce qu'il n'a rien dit que le CNR va poursuivre son action jusqu'à et au-delà de la libération. 300 000 personnes environ, une petite minorité, ont activement participé à la résistance en France, au risque de leur vie. Jean Moulin était l'un d'eux, mais l'histoire va lui donner une autre résonance. Pourquoi ou comment Jean Moulin est-il devenu l'icône de la résistance ou le héros éponyme de la résistance? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'au 19 décembre 1964, Moulin faisait partie, j'allais dire, du panthéon des héros de la résistance, mais au même titre que d'autres. Le général de Gaulle décide pour le 20e anniversaire de la libération de panthéoniser Jean Moulin. Et il demande à son ministre de la Culture, André Malraux, compagnon de la libération comme Jean Moulin, de prononcer l'éloge funèbre. Et cette cérémonie du Panthéon du 19 décembre 1964 va marquer les esprits très durablement. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Malraux, il fait un discours qui donne la chair de poule à tout homme normalement, toute femme normalement constituée. Magnifique discours qui ne parle pas de la biographie de Moulin.
qui ne nous en donne aucun détail, qui même, d'une certaine manière, dresse un tableau très impressionniste, mais qui explique qu'en faisant entrer Jean Moulin au Panthéon, on fait entrer avec lui l'armée des ombres, selon l'expression de Joseph Kessel. Donc, c'est pas Moulin, héros extraordinaire, qui entre au Panthéon, c'est Moulin avec toute sa cohorte de frères et de sœurs maltraités. Et ça, c'est un discours très très fort qui va sceller le destin mémoriel de Jean Moulin.